Le 12 octobre 2025, à 2 H-47 à Novocherkassk en Russie, à 900 km de la frontière ukrainienne, une équipe de partisans Daesh, dissimulée dans l'obscurité, se trouve à seulement 90 mètres d'une voie ferrée stratégique. Au-dessus d'eux, un drone Switchblade Six Sense fend l'air à 185 km/h. Pendant ce temps, les officiers russes responsables de ce secteur dorment profondément, totalement inconscients de la situation. Mais la cible du drone n'est pas le train. C'est le système de signalisation qui lui indique sa route. Ce dispositif est sur le point de paralyser le réseau ferroviaire, immobilisant un train de 2,0 tonnes chargé d'obus d'artillerie en plein désert. Cela transformera une cible mouvante en cible facile. Ce seul et unique impact était l'aboutissement d'une opération de renseignement méticuleuse, née d'une faille fatale dans le système russe. Les partisans Daesh, aidés par des informateurs russes, avaient cartographié chaque centimètre de ce tronçon de voie ferrée de 19 km. Ils connaissaient l'horaire précis du train transportant 2 obus d'artillerie de calibre 155. Plus important encore, ils savaient que l'inclinaison ascendante de 3,6 degrés du radar Nebo-M créait une minuscule zone morte invisible près du sol, un terrain idéal pour un petit drone. Puis vint la manipulation psychologique. Les agents Daesh répandirent des rumeurs ciblées concernant une taupe du FSB infiltrée au sein du commandement de Rostov. La paranoïa fonctionna. Les commandants russes, sur leur garde, réduisirent la à leur patrouille nocturne de moitié un chiffre stupéfiant. L'enjeu était crucial. Cette unique voie ferrée était l'artère principale acheminant 60% des obus et roquettes d'artillerie vers les fronts de Zaporia et de Kherson. Couper cette liaison affamerait toute la machine de guerre méridionale de la Russie. Sur le papier, la mission restait un suicide. La Russie avait récemment modernisé son système de défense Panzer S. Avec un radar à 360 degrés, spécialement conçu pour intercepter les petites drones à une distance de 4 km. De plus, un système de guerre électronique Lear-3 couvre la région d'une zone de brouillage GPS de 240 km. La question n'était pas seulement de savoir si l'Ukraine parviendrait à faire passer un drone. La question était la suivante. Comment neutraliser un réseau logistique d'1 milliard de dollars quand porter le premier coup revient à déclencher l'alerte générale pour tous les systèmes de défense dans un rayon de 20 km? À 2 H51, le train de ravitaillement russe franchit la ligne prédéterminée et entre officiellement dans la zone de destruction. La première action de l'opérateur Atesh n'est pas d'attaquer la locomotive elle-même. Toucher directement une cible blindée en mouvement est un pari risqué. La stratégie est bien plus intelligente. Il s'agit d'abord d'immobiliser la cible. On transforme ainsi un problème de 2,0 tonnes en mouvement en un problème de 2,0 tonnes à l'arrêt. Il donne l'ordre. À des kilomètres de là, le Switchblade Six Sense entame son attaque finale. Sa cible, un petit poste d'aiguillage en béton, le cerveau électronique qui contrôle toute cette section de la voie ferrée. La charge creuse de 15 kg du drone explose à l'impact, projetant un jet concentré de métal en fusion qui transperce le béton et vaporise les systèmes de contrôle délicats qu'il contient. Pour l'ingénieur russe, le tableau de bord clignote soudainement en rouge. Le feu de signalisation devant lui s'éteint. Le protocole est absolu et toute voie non signalée exige un arrêt immédiat et complet. Freinage brutal. Le crissement du métal contre le métal résonne à des kilomètres à la ronde, tandis que l'énorme train s'immobilise. La cible est désormais immobile. C'était le moment que les partisans attendaient. Profitant de la réduction des patrouilles engendrées par leurs propres opérations psychologiques, ils avaient passé la nuit précédente à dissimuler soigneusement une série de mines Claymore M18. Un le long de la voie ferrée enfouie sous du gravier et des débris pour éviter les rares patrouilles russes. Le train étant maintenant arrêté à l'endroit idéal, l'opérateur Ates donne le second ordre. Une impulsion radio déclenche simultanément la mine. Un mur de billes d'acier composé de 700 billes par mine jaillit latéralement, se déplaçant à près de 200 mètres par seconde. Elle ne se contente pas de sectionner la voie, elle la déchiquette arrachant l'acier massif. Les rails se détachent de leurs amarres et se tordent en un amas inextricable. Toute voie est coupée.
Le train, avec sa cargaison de 2 aérobus d'artillerie, est complètement immobilisé. Mais on ne peut pas déchaîner une telle puissance destructrice dans le silence le plus total. Les explosions créent une signature thermique et d'électronique massive. À 12 heures de distance sur l'écran principal d'une installation radar NABOM, une série d'alarmes retentit soudainement. Un opérateur encore somnolent quelques instants auparavant fixe maintenant un écran clignotant affichant des contacts indéniables. Ils savent que quelque chose vient de se produire. La chasse a officiellement commencé. À 2h54, un ordre est transmis à la batterie de défense aérienne Panzer S. Un et son puissant radar à balayage électronique commencent à scruter le ciel le long de cet axe à la recherche de cibles. L'Ukraine savait que cela allait arriver. Que le radar du Panzer s'est activé, 3 contacts distincts sont apparus intentionnellement sur son écran. Il s'agissait de drones Bayraktar TB, 2 lancés plusieurs heures auparavant, suivant une trajectoire de vol haute et prévisible. Leur unique but était de servir d'appât bruyant visible et irrésistible. Le système russe réagit parfaitement comme prévu. En quelques secondes, des missiles 357 E-6 sont lancés dans la nuit, détruisant les leurs et provoquant de brillants éclairs. Pour les opérateurs russes, le bilan est parfait. 3 menaces ont été détectées. 3 menaces ont été neutralisées. Mission accomplie. Le problème, c'est qu'ils sont tombés dans le panneau de la plus vieille ruse du monde de la diversion. Occupés à tirer sur les leurs, ils n'ont pas vu la véritable menace. Approchant depuis une direction complètement différente, un 4e drone, un Orland X russe, capturé et fortement modifié par des ingénieurs ukrainiens, arrive. Ce drone n'est pas piloté. Il vole tout seul. Au lieu de dépendre d'une liaison radio constante que le Lear-3 pourrait facilement brouiller, il navigue en suivant une trajectoire de vol préprogrammée. Ces systèmes embarqués utilisent une combinaison de navigation inertielle et de reconnaissance optique du terrain, comparant en permanence le sol avec des images satellites enregistrées pour maintenir le cap. Impossible de brouiller un drone qui n'est pas à l'écoute des commandes. Ce drone n'a qu'une seule mission: émettre des cris. Il commence à émettre un puissant signal X-band Signature One très spécifique qui imite parfaitement le radar de ciblage d'un drone lance-missile ukrainien de haute priorité. Pour l'ordinateur du Panzer qui vient de neutraliser les cibles faciles, ce nouveau signal apparaît comme un enjeu crucial. Il acquiert un verrouillage. Il calcule une solution de tir. 657 E-6 missiles dont le matériel coûte plus d'un $250,000 déraillent. Mais leurs autodirecteurs ne suivent ni l'Orland X ni l'équipe ATES. Ils sont verrouillés sur les signaux falsifiés, émis depuis une source située à 3 km directement vers un dépôt de munitions russes mal gardé. L'impact est catastrophique. Les missiles conçus pour détruire les avions avec des fragments de tungstène perçant les toits en tôle fine des bunkers de stockage. Une fraction de seconde plus tard, 15 0 livres d'obus d'artillerie de 5,22 mm explosent dans une réaction en chaîne. Une unique et massive boule de feu s'élève à 90 mètres dans le ciel nocturne, transformant momentanément la nuit en jour. La Russie vient d'offrir un spectacle pyrotechnique époustouflant à Rostov, et l'Ukraine n'a même pas eu à allumer la mèche. Mais un incendie d'une telle ampleur n'attire pas seulement l'attention, il suscite aussi la colère. Depuis une base aérienne voisine, un hélicoptère d'attaque Mi-28 Hawk décolle. Il ne s'agit pas d'un système automatisé réagissant à des données. C'est un chasseur-tueur redoutable, armé de missiles anti-char Vickers, dont la mission est de traquer et d'éliminer la source de l'humiliation. L'équipe ATH avait déjoué un ordinateur. Il leur fallait maintenant semer un hélicoptère de combat. À 2h58, le Mi-28 Hawk ne laisse rien au hasard. Ces systèmes d'imagerie thermique scrutent le vecteur précis fourni par le NABOM. En quelques secondes, le verrouillage est effectué. Ce n'est pas le drone, c'est mieux. Un petit groupe de points chauds au sol des corps humains et la chaleur résiduelle de leurs équipements électroniques. L'équipe ATESH. À une distance de sécurité de 8 km, le pilote du Hawk reçoit l'autorisation et lance un missile Vickers, se déplaçant à Mach 1,8. Le missile parcourra la distance en seulement 14 secondes. Pour les partisans au sol, c'est la fin de la bataille. On ne peut pas distancer un missile, mais on peut le neutraliser.
Le chef de l'équipe ATES sort alors leur dernier recours, un brouilleur de fréquences radio rudimentaire fabriqué artisanalement. Ce n'est pas un système sophistiqué. Il s'agit essentiellement d'une source d'alimentation reliée à une antenne conçue pour une seule chose, émettre un signal puissant et chaotique sur la fréquence, 5,8 GHz de l'aviation générale. Le radar du Vickers qui s'attend à un signal clair pour guider son approche finale est soudainement frappé par un mur de bruit électronique. Il est incapable de distinguer la cible du décor. 9 secondes après le décollage, le système de contrôle interne du missile dysfonctionne. Il dévie de sa trajectoire et explose sans faire de dégâts dans un champ désert, un gaspillage de puissance de feu. Le pilote du Havok est abasourdi. Mais la Russie a plus d'un tour dans son sac. Un système terrestre, le Parivet, entre en action. Il ne s'agit pas d'un brouilleur, mais d'un laser de haute puissance conçu pour détruire physiquement les capteurs optiques sensibles des drones ennemis. Les Russes savent que les partisans ont besoin de drones pour les soutenir. Ils tentent de neutraliser la surveillance aérienne ukrainienne. Le problème pour eux, c'est que l'arme ultime de l'Ukraine n'est pas invisible. Elle est pilotée. C'est leur atout maître. Depuis une position dissimulée à 1 km de distance, une seconde équipe ukrainienne lance une nuée de 20 drones FPV. Chacun est un quadricoptère de fabrication artisanale transportant une charge de C4 de 900 grammes. Ils ne sont pas autonomes. Chaque opérateur porte un casque de réalité virtuelle et pilote son drone manuellement via une liaison fibre optique directe. Le laser de Parivet est inutile. Il ne peut pas endommager un capteur qui n'est pas utilisé pour le guidage terminal. Les opérateurs volent à l'instinct et à la mémoire musculaire, guidés par un câble physique insensible à toute forme de guerre électronique. Leur cible n'est pas le Havok, mais le principal lien logistique entre Novacherkassk et les lignes de front. L'essaim accélère jusqu'à 96 km/h. Un nuage de frelons vengeurs vole sous la cime des arbres. Le pilote du Havok les repère sur son radar, mais il est trop tard. Il lui est impossible d'engager 20 cibles rapides et individuelles. Les drones FPV s'écrasent contre les piliers de soutien en béton du pont dans une séquence d'explosions rapides. Une seule charge de 2 livres est une nuisance, mais 40 livres de C4 détonnant sur les mêmes points porteurs à quelques secondes d'intervalle agissent comme le marteau-piqueur d'une équipe de démolition. Le pont de Six St. Pius s'effondre. Un profond gémissement résonne dans la vallée, tandis que les poutres de soutien en acier se déchirent sous la pression. Puis, dans un craquement assourdissant, la travée centrale s'effondre dans la rivière en contrebas, emportant avec elle des tonnes de rails. Le pilote de missile Vickers, son objectif principal réduit à un amas de décombres, n'a d'autre choix que de battre en retraite. Dans la confusion générale, tandis que les secours russes se précipitent vers le dépôt en flammes et le pont effondré, l'équipe ATES passe à l'action. L'immense boule de feu jaillissant du dépôt de munitions créa une diversion chaotique attirant les forces russes vers l'incendie. Profitant de la panique générale, les partisans ne fuirent pas. Ils se fondirent dans l'obscurité en suivant des itinéraires d'exfiltration préétablis. Leur mission accomplie, ils ont sectionné l'artère. Il ne leur reste plus qu'à regarder le corps se vider de son sang. Pour comprendre l'efficacité dévastatrice de cette attaque, il faut analyser la physique de l'explosion. Il ne s'agissait pas d'une simple déflagration, mais d'une démolition orchestrée scientifiquement. La séquence était cruciale. Les premiers impacts agissaient comme un burin érodant la couche extérieure de béton altérée et exposant l'armature d'acier sous-jacente. Cela permettait aux drones suivants de déclencher leur charge directement contre la structure porteuse interne du pont. Imaginez une combinaison de coups de poing d'un boxeur. Le premier coup sert uniquement à préparer le coup fatal. Ce coup fatal s'est manifesté par une forte pression. Chaque charge de C4, en explosant au contact direct du pilier fragilisé, a généré une onde de choc de plus de 30 livres par pouce carré. Cette pression intense et concentrée n'a pas seulement poussé le béton. Elle a créé des micro-fissures qui se sont propagées à travers la structure à la vitesse de l'éclair. 20 ondes de choc rapide ont agi comme un marteau-piqueur implacable, pulvérisant l'intégrité structurelle des piliers de l'intérieur vers l'extérieur. Le résultat fut un effondrement structurel total. Les piliers incapables de supporter l'immense pouet de la travée du pont se désintégrèrent tout simplement.
Une fois les fondations détruites, le reste du pont n'était plus qu'une sculpture d'acier et de béton de 183 mètres de haut prête à s'écrouler. Ce qui avait été une artère vitale de la machine de guerre russe n'était plus qu'un amas de ferraille, encombrant le fleuve jonché d'acier tordu et de béton. Le bilan final des travaux de la nuit était stupéfiant. Un dépôt de munitions crucial contenant 6,8 kilus d'obus d'artillerie n'était plus qu'un cratère. 150 mètres de voies ferrées et même de voies ferrées principales étaient réduits à un amas de ferraille méconnaissable et un pont stratégique d'une valeur de 20 millions de dollars gisait au fond d'une rivière. La nuit fut marquée par un vacarme assourdissant de sirènes. Tandis que les services d'urgence russes se précipitaient dans 3 directions différentes à la fois. Les unités du FSB et des Spetsnaz ont envahi la zone. Mais leur priorité n'était pas le sauvetage. Il s'agissait de la contenir afin de provoquer un blackout médiatique et d'empêcher que les heures suivantes ne soient plus longues. 14 images satellites haute résolution ont confirmé le succès total de la mission. Elle révélait un gouffre de 9 mètres de profondeur à l'emplacement de l'ancien pont et une voie ferrée totalement détruite. Mais le véritable impact ne se mesurait pas en acier tordu, il se mesurait en paralysie stratégique. Cette unique frappe coordonnée a déclenché un effet domino qui s'est propagé jusqu'aux lignes de front. Tout d'abord, la logistique s'est arrêtée. L'approvisionnement en munitions des fronts Zaparois et de Khersonen, soit 60% de leurs approvisionnements totaux, a été brutalement interrompu. Il ne s'est pas simplement ralenti, il s'est arrêté net. Le train immobilisé et les 3 autres qui le suivaient ne pouvaient tant plus avancer. Ensuite, l'artillerie se tut. Des centaines de pièces d'artillerie russe, alors que l'épine dorsale de leur offensive méridionale se réduisait à de simples monuments de fer inutiles. Ils possédaient toujours les canons, mais les obus nécessaires à leur alimentation se trouvaient désormais de l'autre côté d'un pont effondré à 300 mètres de là. Finalement, et de façon particulièrement dévastatrice, la hiérarchie militaire se retourna contre elle-même, prise d'une paranoïa déchaînée. Les rumeurs d'une taupe au sein du FSB si soigneusement semées des mois auparavant s'étaient désormais transformées en une véritable paranoïa. Les commandants russes, soupçonnant une trahison à tous les niveaux, refusaient de se coordonner. Pendant 72 heures cruciales, les réunions ont dégénéré en violentes disputes. Pendant qu'ils cherchaient des coupables et se rejetaient de la faute, tout le commandement sud était paralysé. Alors que le commandement russe était plongé dans un chaos auto-infligé, l'Ukraine poursuivit son offensive. Profitant du silence des tirs russes, elle avança de 3,5 km le long du front zaparien. Moscou qualifia officiellement l'incident de perturbation logistique temporaire. L'Ukraine a mis fin à l'opération mardi. Ainsi, grâce à une poignée de drones à 400 $, une équipe de partisans dévoués et un plan brillamment exécuté, l'Ukraine a transformé une ligne d'approvisionnement russe d'1 milliard de dollars en un tas de décombres sans valeur. Ce soir, l'Ukraine a prouvé que dans la guerre moderne, le vainqueur n'est pas celui qui possède les armes les plus coûteuses, mais celui qui les utilise avec l'ingéniosité la plus terrifiante. Alors, voici la question que je vous pose. Si vous étiez le commandant de l'ATH, quelle cible auriez-vous visé ensuite avec vos ressources restantes? Le dépôt de carburant principal ou l'installation radar, Nebohem elle-même?